Binge Audio présente. Dans la vie des avocats, il y a des affaires qui vous mettent sur la carte, comme on dit, qui par votre simple présence à l'audience, aux côtés d'un des protagonistes, en défense, en partie civile, en simple soutien, peut vous faire remarquer. Ces affaires-là, elles sont rares. Et celle par laquelle commence notre 3e épisode l'est encore plus. Elle est unique et elle démarre dans la presse. Le magazine Le Point qui sort un jour un dossier complet qui fait la une, selon laquelle un listing d'une chambre de compensation luxembourgeoise qui s'appelait Clearstream, listing dans lequel il y a des dizaines de personnalités suspectées de disposer de comptes offshore, dont Nicolas Sarkozy. Il s'avéra que ces listings étaient faux, avaient été fabriqués pour X raisons qui sont aujourd'hui historiques et qu'on trouvera très largement détaillées sur les fiches Wikipédia dédiées au procès. Et le général Rondeau est un peu le témoin clé parce qu'il est proche de Dominique de Villepin, pour lequel il travaille à Matignon en tant que chargé de renseignement et des opérations spéciales. Et il est proche de Jean-Louis Gergorin, qui était un des acteurs clés, qui sera lui aussi poursuivi et condamné. Le dossier, ou plutôt les dossiers Clearstream, c'est l'apothéose de l'affairisme politique des années 90-2000. Pour la faire très courte, ces fameux listings que citait Éric Morin fuitent dans la presse, dans des livres, et viennent se télescoper sur les ambitions concurrentes de deux des visages de la droite du début du XXIe siècle, Nicolas Sarkozy donc, et Dominique de Villepin. Quand les rumeurs de listings et de comptes cachés commencent à circuler au milieu des années 2000, Jacques Chirac est encore président. Villepin est ministre des Affaires étrangères et Sarkozy ministre de l'Intérieur. Tous les deux rêvent de rafler l'Élysée en 2007. Et leur rivalité va jouer beaucoup dans l'explosion médiatique de l'affaire, qui va d'une part se dégonfler côté compte caché, puisque les listings étaient faux, et d'autre part muter en une affaire de dénonciation calomnieuse qui va coûter à Villepin son rêve présidentiel et l'emmener devant le tribunal correctionnel en 2008. Éric Morin, lui, on l'a dit, est aux côtés du général Philippe Rondeau, vétéran des services de renseignement, chargé par Villepin de vérifier les fameux listings et donc témoin des intentions du rival de Sarkozy. J'ai connu deux moments de bascule dans mon exercice professionnel. Évidemment, le moment où j'ai été secrétaire de la conférence et puis ce procès. Enfin, cette procédure. Je dirais pas comment le général Rondeau m'a choisi, mais il se trouve qu'il me choisit comme avocat. Après avoir fait faire il me l'a avoué quelque temps plus tard, une petite enquête quand même par les services pour savoir si j'étais digne de pouvoir le défendre, en tout cas si j'avais pas de casserole derrière moi. C'était un chaos ce début du dossier parce que je le rencontre, il est traqué par tous les journalistes. Personne n'a de photo de lui à part une vieille photo dans les années 60 quand il enseignait ou 70 quand il enseignait. Il est traqué, lui l'homme de l'ombre. Je le rencontre un 1er mai, je me souviens. Il n'est pas de ma génération. Il avait un choix considérable d'avocats bien plus prestigieux que moi. Et quand même, ce vieux général, qui me pardonne du haut du ciel de dire ça, me désigne, me choisit. Et je me souviens d'un peu d'un vertige le soir où je l'apprends. J'étais dans cette rue Bayard et je me surprends à parler à Jean-Marc Varroux qui était décédé. Et je lui dis, il va falloir m'aider là pour le coup parce que vous allez sacrément, déjà que vous me manquez beaucoup, mais alors là, qu'est-ce que j'aurais aimé que vous soyez là parce que je vous aurais beaucoup demandé conseil. C'est l'acmé d'un dossier comme il y en aura, je peux le dire de manière assez certaine, plus jamais. On a un président de la République en exercice, Jacques Chirac, on a un ministre des Affaires étrangères en exercice, on a un ministre de l'Intérieur en exercice, donc Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy, futur Premier ministre pour Dominique de Villepin, futur président de la République pour Sarkozy. Enfin, et tout ce monde-là se canarde à coups
listings trafiqués, de coups tordus, d'utilisation des services de renseignement et de la presse. Enfin, on peut pas faire mieux. Enfin, vous voyez, voilà. Et moi, je suis l'avocat du témoin clé. Et moi, j'avais une seule mission, c'était de faire en sorte que mon témoin reste sous le statut de témoin et ne soit jamais mis en examen et a fortiori poursuivi, jugé et condamné. C'était pas la promesse que j'avais fait au général Rondeau, parce qu'en matière de justice, il faut jamais faire de promesses, mais en tout cas, c'était la mission. Hein, et quand un militaire vous donne une mission, ça a un vrai sens. On s'est apprivoisé. C'est quelqu'un de plutôt sauvage, de secret. J'ai évidemment pas percé tous ces secrets parce qu'il ne me les a pas livrés, même à la faveur de dîners que l'on a fait plusieurs fois. Et jusqu'au bout, eh bien, il a été préservé de poursuites. Et témoin, il a été, et témoin, il restera, sans être inquiété par la suite. On a passé plus de 135 heures d'audition et de confrontation dans le bureau des juges. On a été confronté à Nicolas Sarkozy, à Michel Alliot-Marie, à son directeur de cabinet, à Dominique de Villepin, à Jean-Louis Gergorin, à Imad Laoud, à tous ces protagonistes. Et moi, ça me fait passer dans la cour des grands, en fait. Voilà. En tout cas, il y a un avant et un après professionnel. Il y a un peu de jalousie de la part de ceux qui pensaient être choisis et qui ne le sont pas. Au final, dans ce procès, il y avait à peu près tout ce que comptait de prestigieux du barreau pénal, hein, parce que entre les personnalités publiques qui avaient été citées comme étant éventuellement, comme figurant sur ces listings qui s'étaient constitués partie civile, plus les avocats des personnes renvoyées à travers Henri Leclerc, Olivier Metzner ou d'autres. Voilà, et moi j'étais dedans. L'instruction a été longue, les procès-verbaux sortaient dans le monde alors qu'à peine l'encre était sèche du côté du greffe. Messieurs Davet et Gattegno, à l'époque, dans le monde, sortaient des papiers tous les 2 jours, sans compter le Canard enchaîné, Mediapart n'existait pas. Donc c'était une sorte de tourbillon. Voilà, j'ai vécu des moments d'avocat uniques que je ne revivrai plus, et en même temps j'étais l'objet de toutes les attentions de toutes les parties, puisque tout le monde voulait savoir ce que mon client allait dire, voire même parfois on me suggérait ce qu'il fallait qu'il dise, parce que c'était quand même mieux qu'il dise blanc plutôt que noir, ou inversement. Voilà, on a subi beaucoup de pression de tous bords. Mais c'était un chouette moment. Ça m'a appris une très très grande vigilance. Voilà, je n'ai pas, dans les moments très intenses, j'ai fait très attention à tout, à mes conversations, à mes rencontres, à mes déplacements, non pas par crainte physique, hein, on n'était pas à ce stade-là, mais en tout cas pour préserver à tout prix le secret entre mon client et moi-même. D'ailleurs, vous voyez, il y a le jour où on est... Ah oui, il y a une coupure de presse. Le général Rondeau a refusé de répondre au juge. Ça vous donne un peu une photo du Figaro. C'est le Figaro. Ah oui, Voilà, je suis là, oui, merci de me reconnaître. Et on n'a pas changé. Voilà, c'était une espèce de cohue. On avait 30 motos cyclistes qui nous ont suivis jusqu'au cabinet pour se réfugier ici. Enfin, c'était assez dingue. Le procès le plus attendu de l'année, la démarche assurée, Dominique de Villepin s'avance. Derrière lui, sa femme et ses enfants. Rien n'est improvisé et la déclaration est sans détour. Je suis ici par la volonté d'un homme. Je suis ici par l'acharnement d'un homme, Nicolas Sarkozy, qui est aussi président de la République française. J'en sortirai
libre et blanchi. D'abord, au moment du procès, le fait que Dominique de Villepin ait été renvoyé devant le tribunal correctionnel a mis la barre quand même assez haut en termes de... voilà, et puis sa déclaration liminaire juste avant de rentrer, très très combatif. On parlait de crotte bouchée à l'époque, n'oublions pas. Mon client, il venait seul à la barre, il était cité comme témoin, je pouvais pas, j'étais dans la salle, mais je pouvais pas être à ses côtés, je pouvais pas l'aider, il y a une sorte d'impuissance de l'avocat dans ces cas-là. Il a été excellent, il a rembarré Olivier Metzner en lui disant « arrêtez de tourner autour de moi comme un serpent à sonnette ». Enfin, il y avait, il aimait bien utiliser parfois des mots un peu désuets. Il y avait ces fameux carnets où il notait tout et où il a dit « mes carnets ne sont pas des palimpsestes ». Alors il y avait tous les journalistes qui cherchaient ce que voulait dire exactement palimpseste pour pas dire de bêtises. Il avait un humour absolument incroyable. Je rappelle que c'est lui qui avait procédé à l'arrestation de Carlos, le terroriste, en allant le chercher en Amérique du Sud et en le ramenant dans des conditions assez rocambolesques en France pour y être jugé. Donc, moi, le procès, je l'ai pas vécu comme une violence, je l'ai vécu comme un spectacle. Voilà. Après, pour ceux qui étaient directement concernés et impactés par la décision judiciaire, c'était effectivement extrêmement violent. Ça donne une visibilité médiatique. Alors après, il faut pas croire que les médias ou votre présence dans les médias vous amène énormément de clients. Ça vous amène des clients un peu dingos qui vous écrivent pour dire qu'ils veulent déposer plainte contre le pape ou contre le président de la République. Mais ça vous donne aussi une reconnaissance de vos pairs. Une sorte de légitimité, puis vis-à-vis des magistrats également. Voilà. Après, un dossier terminé, il y en a d'autres qui arrivent et il faut les traiter, qu'ils soient importants ou pas importants. Mais voilà, à la fois ça vous donne une force intérieure et en même temps une reconnaissance à l'extérieur, donc c'est bon à prendre. Il fallait juste cette passion et continuer sur la même route. C'est Hervé Temim qui m'a dit à plusieurs reprises voilà, faut continuer une montée linéaire. Ce qui casse un avocat, ce sont justement les cassures. Voilà. Et tant qu'on est sur une pente ascendante, évidemment il parlait de pente linéaire ascendante, il dit ça va. Le jour de notre rencontre, Éric Morin venait de plaider dans un dossier là encore peu commun, celui de l'attentat de Nice en juillet 2016. Il y représentait la FENVAC, un acronyme qui cache la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs, une organisation créée dans les années 90 dans la foulée de plusieurs drames, dont l'effondrement de la tribune de Furiani en 1992. Ça fait des années qu'Éric Morin les accompagne et qu'il voit se multiplier, hélas, les dossiers qui nécessitent l'intervention de la fédération. Ce sont des dossiers totalement pro bono, qui donnent accès à des dossiers d'ampleur. J'avais déjà eu des dossiers terroristes quand j'avais été secrétaire de la conférence, mais on parlait d'autres types de faits. Voilà, on était à l'époque des Corses et des Basques, c'était pas du tout la même chose. Et puis, ce sont des associations qui ont aujourd'hui pignon sur rue, qui sont reconnus pour leur travail à travers des avocats, et je ne suis pas que le seul avocat de la FENVAC, et qui ont créé comme ça une sorte de réseau d'avocats qui permettent aussi aux juges de s'adosser aussi sur... on n'est pas suspect de quoi que ce soit, on n'est pas l'avocat des mises en examen, on n'est pas l'avocat de victimes qui viennent... voilà, on est juste là pour essayer d'apporter une sorte de soutien, et ça oblige. Quand vous êtes avocat de victimes de terrorisme, ce qui m'est déjà arrivé, de victimes de personnes physiques, vous êtes un petit peu contraint par cette douleur, qui est une douleur inextinguible.
quand vous êtes avocat d'une association comme celle-ci, vous n'avez pas cette contrainte-là. Vous pouvez prendre un tout petit peu de hauteur. Vous n'êtes pas... Voilà, parce que la douleur, les pleurs, ça nous ramène... c'est pas que ça nous tire vers le bas, c'est que, voilà, ça nous... Oui, c'est ça nous contraint, en fait. Voilà. Ça nous empêche un peu. Et on est peut-être un petit peu moins libre. Voilà. J'ai trouvé une certaine liberté à être l'avocat de la FENVAC dans ces procès-là. Et notamment... alors évidemment, ces dernières semaines dans le procès de l'attentat de Nice, mais encore en 2022 dans le procès de l'assassinat du père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray. Qu'est-ce qu'on plaide dans ces moments-là? On plaide court d'abord, parce que ce sont des longs procès, et il faut aussi penser aux magistrats, et puis il faut aussi, même si je suis immensément attaché à la plaidoirie, et il ne faut pas qu'elle disparaisse, il faut aussi savoir que la capacité d'écoute... Il y a des confrères qui continuent à plaider longuement. Je ne comprends pas, parce que s'ils parlaient avec des magistrats, les magistrats leur diraient qu'on ne peut pas les écouter. Une seule fois, peut-être 2 fois dans mon exercice professionnel, j'ai plaidé 1h30. Ou 2 heures, peut-être une fois maximum. Je pense qu'au-delà de 40-45 minutes, on est moins écouté, on est moins efficient, on est moins efficace. Voilà. Et je dis ça en ayant été formé par celui qui a plaidé 3 jours devant une cour d'assises. C'est tout le paradoxe, mais j'ai pas le 10e de son talent. On écrit beaucoup maintenant, même au pénal. Quand j'ai commencé, il y a 28 ans, on n'écrivait pas, on ne concluait pas, on arrivait, on était le ténor, on faisait son truc, et puis tout le monde disait « Oh, bravo maître ». Bon, maintenant, le droit pénal est devenu extrêmement complexe, extrêmement technique. On écrit, on sait que ça aide le tribunal ou la cour à trancher ou à préparer le dossier. Le point d'orgue qu'est la plaidoirie l'est de moins en moins. Alors, le client l'attend aussi. Le client est persuadé qu'on va gagner grâce à nos plaidoiries. Ça peut être le cas. Je ne dis pas qu'il y a des moments de bascule où effectivement on gagne, mais je crois qu'on gagne surtout à être synthétique et aller au cœur des choses. On est là pour faire des zooms, pour prendre une comparaison photographique, et faire un zoom, c'est pas vous raconter en panoramique les choses. À suivre.